Bonjour à tous, merci de m'avoir forcé à réfléchir à ce sujet diaboliquement compliqué. Euh, Parce qu'on évite toujours de réfléchir aux sujets compliqués et on a tort, après tout. Et puis, merci de m'offrir cet espace de liberté euh, où, euh, où je vais dire des choses, bien sûr, dont je ne maîtrise pas tout, mais ça fait partie du jeu, on va échanger. Et alors d'abord, universel et singulier, en fait, rien n'est universel et rien n'est singulier, c'est juste une évidence. Et donc, a priori, la question ne devrait même pas se poser. Mais pourtant, c'est vrai qu'elle structure quelque part un peu des clivages, des oppositions dans le monde du savoir, dans le monde académique, et jusque à des recrutements d'enseignants-chercheurs. Donc c'est extrêmement concret. Et quand on regarde dans le détail, ben, comme le disait Alain Vanier, c'est un sac de nœuds depuis toujours. Et entre des éléments rhétoriques, parce qu'on va dire, ah ben non, de toute façon c'est universel, ah ben non, le patient est unique, donc ah ben, on ne peut rien dire de plus, alors s'il est unique, ben, voilà, alors il n'y a pas de reproductibilité, il n'y a pas de science possible, et donc du coup, ben, alors qu'est-ce qu'on fait? On en parle, et de l'autre côté, ben, tous les humains sont pareils, alors qu'on sait bien que c'est faux. Bon, alors donc il y a de la rhétorique, et puis il y a de l'histoire, de la sociologie, de l'histoire des idées, etc. Alors, comme il me reste 18 minutes, en fait, ça va simplifier beaucoup la situation. Et je vais prendre l'angle d'attaque par l'histoire des idées, parce que, en fait, les anglo-saxons ont beaucoup travaillé sur ce sujet à propos du clivage qu'ils proposent entre les sciences de la nature, les sciences sociales et les humanités. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en France, on n'a pas exactement le même clivage. Vous savez, on parle des sciences dures et des sciences humaines et sociales. Et en fait, la notion de sciences humaines dans le monde anglo-américain n'existe pas. Il y a des sciences sociales et il y a des humanités, qui ne sont pas des sciences. D'ailleurs, c'est curieux, l'histoire, pour eux, est dans les humanités, alors que moi, j'aurais mis l'histoire dans les sciences sociales. Mais voilà, donc il y a ce clivage. Alors, comment ils l'expliquent? Eh bien, ils disent qu'il s'est passé quelque chose de très fort à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et ils citent un auteur français. Donc, si des auteurs anglo-américains citent un auteur français comme étant à l'origine de ce clivage, c'est que ça doit sûrement vouloir dire quelque chose. Et cet auteur français, c'est Auguste Comte, qui pour nous n'est pas forcément quelqu'un de très mis en avant. Et donc, vous savez qu'Auguste Comte propose une évolution du savoir qui d'abord a une forme théologique, les gens voient Dieu partout, et puis après métaphysique, c'est-à-dire on met des concepts abstraits sur les choses, la théorie des humeurs en médecine, donc c'est quelque chose d'abstrait qui recouvre pas vraiment ce que nous on sait maintenant de la constitution d'un corps humain, mais Hippocrate fonctionnait autour de ça, et puis un stade ultime, et qui pour lui est l'achèvement de la pensée humaine, le stade positif. Alors, le stade positif de l'accès à la connaissance, c'est, ben, il y a de la matière extérieure à nous que l'on peut observer, il y a des forces qui agissent sur cette matière et on peut trouver des lois qui articulent ces forces et cette matière. Et on mathématise tout ça et ça marche. Il y a une puissance concrète. On va sur la Lune, on a des smartphones, une puissance intellectuelle, il y a de la jouissance à trouver des lois. Et alors, ça a un effet collatéral qui est celui de l'universalité, c'est que quand on mathématise, en fait, quand on dit que dans l'espace, il y a des choses avec des coordonnées, dans l'espace et dans le temps, ben en fait, du coup, ben, tout est pareil, tout est universel, puisque l'espace, ben, une position x, y, z, une autre position x', y, z', ben, en fait, c'est quelque part, c'est la même chose, et dans le temps, ben, il y a des secondes. Ben, entre la seconde numéro 1 et la seconde numéro 2, et puis 1000 et 1001, ben, il y a le même intervalle de temps, alors qu'on sait bien que dans la vie, toutes les secondes ne se valent pas. Mais si on mathématise le temps, ben, tout se vaut. Et pareil pour la température. La température, on a chaud, on a froid, on sait bien qu'entre 0 et moins 5 degrés, ça ne fait pas le même effet qu'entre 10 et 15 degrés, alors qu'il y a 5 degrés de différence. Donc il y a une espèce de mise à plat avec la mathématisation de l'univers qui fait qu'on met un pied dans l'universalité. Et puis que, alors, et donc vous voyez qu'en fait, là on est dans le discours, c'est-à-dire on mathématise l'univers, et la mathématisation, c'est proposer un discours sur l'univers, un discours à base de mathématiques.
Mais c'est vrai que concrètement, quand on fait des manips, c'est vrai que quand on... Par exemple, un atome d'hydrogène, c'est un atome d'hydrogène, qu'il soit ici ou qu'il soit dans une autre galaxie, en fait, ce sera toujours le même atome d'hydrogène, avec un proton, un électron. Vous voyez, quand on parle de l'hydrogène, eh ben, implicitement, il y a de l'universalité. Alors qu'en fait, un atome d'hydrogène peut être excité d'une infinité de façons, et donc il y a une infinité d'atomes d'hydrogène possibles. Donc vous voyez, même à l'intérieur de la physique, nous mettons de l'universel, alors que la physique ne le revendique pas. Donc ça, c'est la science positive, qui a eu un succès qui persiste aujourd'hui, hein, et qui marche. Hein. Le vaccin ARN, ça vient de la science positive, et je le remercie. Et ça c'est rentré en congruence, ce positivisme, avec une évolution de la société qui est la modernité. Vous savez qu'au même moment, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Et les hommes sont égaux. Et s'ils sont égaux, ils sont identiques. Alors je sais bien que ça ne voulait pas dire la même chose, mais enfin quand même, si on est égaux, on est identiques. Et donc vous voyez qu'il y a socialement une organisation des connaissances autour du positivisme et puis une idéologie moderne qui s'imbrique l'une dans l'autre pour promouvoir un universalisme. Et puis il y a une réaction à ça que proposent les historiens des idées. Réaction qui vient à peu près 50 ans après, donc moitié du 19e siècle, fin du 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle. Alors avec un philosophe allemand, je crois qu'il est philosophe, Wilhelm Dilthey, qui lui s'insurge contre ça. Et il dit, il y a des sciences de la nature, d'accord, mais il y a des sciences de l'esprit, et c'est pas pareil. Ça peut pas être pareil. Alors il dit, un truc dont on peut discuter, hein, il dit, on explique la nature et on comprend la vie psychique. On devine ce qu'il peut vouloir dire, c'est que, on explique la nature est extérieure à nous, donc on l'explique avec des lois, comme propose Auguste Comte, mais la vie psychique, elle est intérieure à nous. Donc du coup, pour l'observer, c'est compliqué, puisqu'elle est intérieure à nous. Et donc ce qu'on peut faire, c'est la comprendre. Et du coup, il n'y a pas des lois avec la vie psychique, on va comprendre le sujet avec de l'herméneutique. Alors l'herméneutique, on parle, et puis il y a des mots, des phrases, et on va y mettre du sens, et ce sens, en fait, c'est très compliqué. Comment on met du sens sur un texte, sur un discours? On le voit globalement, il y a une première approche de sens qui émerge, et puis on se concentre sur les phrases, et les phrases, on les interprète aussi en fonction de la globalité du corpus. Et puis en comprenant chaque phrase mieux, eh bien, le corpus dans sa globalité nous semble plus clair. Et comme il nous semble plus clair, on comprend mieux les phrases qu'il y a dedans. Et c'est ce qu'on appelle le cercle herméneutique. En travaillant sur le texte, sur le discours du patient, en l'occurrence, eh bien, on va rentrer, on va construire un sens qui va devenir de plus en plus saillant et qui va tout d'un coup nous faire comprendre ce qui se passe en face de nous dans la relation médecin-malade et dans l'écriture de textes sur la psychiatrie. Et donc on comprend que là, on n'est pas du tout, c'est pas des lois du tout, c'est de l'herméneutique. Il y a deux univers complètement différents, et en plus, d'autant plus différents qu'on n'est pas du tout mathématisé. Alors, on utilise le langage naturel, et le langage naturel est radicalement différent du langage mathématique. Et alors, c'est une évidence, mais quand on regarde comment fonctionne le langage naturel, en fait, c'est diaboliquement compliqué. Et les linguistes, pour moi, ont trouvé quelque chose que je trouve très éclairant, c'est la double articulation du langage phonémique-monémique. C'est-à-dire, quand on décrit avec des sons pour communiquer entre nous comment est le monde est tellement compliqué qu'il faudrait des sons d'une infinie variété. Et c'est impossible, ça serait impossible à apprendre aux enfants. Et donc, en fait, dans toutes les langues, il y a des phonèmes. Bon, en gros, les voyelles et les consonnes. C'est plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. Donc déjà, il y en a une trentaine par langue, donc on réduit considérablement la complexité des sons, et avec les phonèmes, on les articule pour faire des monèmes. Alors c'est pas vraiment des mots, parce que le mot jument, il y a deux monèmes, le fait que c'est un cheval et que c'est féminin, mais il y a des unités de sens comme ça, qui permettent, quand on les articule les unes avec les autres, de faire des phrases et de pouvoir échanger entre nous. Alors qu'en mathématiques, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il n'y a pas de phonème, il n'y a pas de monème, il y a des éléments qui sont articulés avec des lois formelles.
Mais ce qui se passe en plus dans le langage, c'est que certains monèmes ressemblent à d'autres. Par exemple, une femme et une flamme. Par exemple, la mère et la mère. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin, ce qui fait que quand on parle, en fait, on en dit plus que le contenu objectif des mots que l'on prononce. Vous le savez, enfin, je pense que si je vous le dis ici, ça résonnera de façon assez évidente. Et du coup, là, c'est vrai qu'en termes vraiment de transmission des connaissances, ça n'a rien à voir avec l'approche positive. L'approche positive a horreur de la polysémie. Il faut que le discours de la science soit monosémique, parce que sinon il y a ambiguïté. Et s'il y a ambiguïté, alors tout part en autre boudin. Si en mathématiques il y a des ambiguïtés, tout s'effondre. Et donc on voit que là, il y a une séparation très forte, et avec cette notion de science de l'esprit, qui en plus est articulée avec la postmodernité. Donc on voit les sciences positives, la modernité, et puis les sciences de l'esprit, la postmodernité, où la postmodernité arrive à peu près au même moment, historiquement, et c'est un courant, alors avec des auteurs comme Nietzsche, Marx, Freud, bien sûr. Nietzsche qui dit qu'il n'y a pas de vérité, voilà, dans la modernité, l'homme est rationnel, il y a des vérités, c'est universel. Nietzsche dit non, il n'y a pas de vérité, il y a des contextes, et puis voilà, la vérité absolue, ça n'existe pas. Marx, il dit, tous les humains ne sont pas égaux, ils ne sont pas identiques, il y a des classes sociales, et ça détermine des choses qui sont monstrueusement importantes. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, je dis juste que c'est écrit comme ça. Et puis Freud qui dit, l'humain rationnel, bof, il y a des humains qui font tout pour se pourrir la vie. Donc ce n'est pas forcément rationnel. Et donc vous voyez, on a une idéologie moderne positive et une idéologie postmoderne singulière. Eh bien, aujourd'hui, on en est toujours là. On en est toujours là, et c'est structurellement extrêmement fort dans notre société. Je crois qu'on le voit, cette épidémie l'a quand même bien mise en évidence. Les tensions que l'on voit relèvent un peu de ça aussi. Alors, il reste 7 minutes, on explique, c'est bien, mais après, il faut essayer de proposer des solutions pour dépasser ce problème. Alors, certains vont dire, est-ce que c'est un problème ? Après tout, on peut cohabiter. Il y a des sciences positives avec de l'universel qui n'en est pas un. On l'a bien vu, 2 atomes d'hydrogène ne sont pas forcément identiques. En fait, il y a une rhétorique d'universalité portée par les sciences positives qui vient du langage, du discours qu'elle utilise. Et puis, dans la singularité, oui, il y a un discours en langage naturel que j'émets à propos d'un sujet. C'est différent, mais en fait, quand on est psychiatre, psychologue ou psychanalyste, comme c'est l'intitulé du colloque, on a des patients en face de nous, et on voit bien qu'il y a quand même des régularités dans ce qu'on voit en face de nous. Et donc, rien n'est complètement singulier, et si tous les patients étaient substantiellement, complètement différents les uns des autres, le métier serait un enfer total. Enfin, on serait obligé de réinventer une clinique chaque fois qu'on est en face d'un patient, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Et donc, quelque part, même les savants de la singularité, des sciences de l'esprit, ils tirent des régularités de ce qu'ils étudient. Alors, donc on peut dire, oui, il y a une séparation artificielle des deux, qui ne sont pas aussi clivées qu'on le dit, mais qui, méthodologiquement, sont fortement différentes, parce que les unes sont organisées autour d'un discours monosémique, et puis pas les autres. Alors d'accord, possiblement, mais je trouve que ça ne suffit pas de dire qu'il y a une cohabitation. Je trouve que, et ça a été dit dans l'introduction à ce colloque, quand même il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que les uns et les autres ne se comprennent pas, et même les uns et les autres ont une certaine forme de détestation mutuelle. Il y a un ressentiment. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Si nous avons besoin de comprendre la clinique, nous devons la comprendre ensemble, et nous devons essayer de nous comprendre mutuellement et de nous nourrir mutuellement, plutôt que de nous détester. Et donc moi je vous propose de nous poser 2 questions. 2 questions qui sont susceptibles de relativiser ce clivage et de mieux nous comprendre mutuellement. Alors c'est 2 grandes questions. La première, c'est quid de la légitimation, de l'adéquation entre le discours que l'on a
et la chose que l'on étudie. Vous voyez, que l'on soit un spécialiste des sciences de l'esprit ou des sciences de la nature, nous avons un discours sur des choses. Et nous considérons que ce discours est légitime. Eh bien, pourquoi est-il légitime? Et je trouve que, quelle que soit la science que vous prenez, ben, c'est pas clair. C'est pas clair. Et d'ailleurs, alors ceux qui ont le plus avancé, curieusement, c'est les physiciens. Alors les physiciens ont discours sur quoi? Sur la matière inanimée. Donc les physiciens ont essayé de réfléchir sur la légitimité de leur discours par rapport à la matière inanimée. Et ils l'ont évacué récemment en disant que, ben, qu'est-ce que la matière? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est de la métaphysique. C'est-à-dire que le soir, à table, après avoir bu du vin, ils en parlent entre eux. Finalement, mais la mécanique quantique, ça dit quoi vraiment? Alors, bon, voilà. Et puis ils en parlent avec des philosophes. Et le problème est toujours ouvert. Et donc ils disent, bon ben d'accord, c'est compliqué, mais ce n'est pas notre objectif à nous. Nous, c'est complètement opératoire, on fait des mesures, et puis il y a des lois, et puis on est ravis de jouer avec ça. Quand on est chercheur, on est payé pour ça, on est payé pour jouer avec des lois et en trouver d'autres. Et on nous fout la paix parce que grâce à nos lois, on va sur la Lune, on fabrique des smartphones, et donc la société est contente, et nous, on est contents parce qu'on joue avec nos lois. Et puis le soir, on essaie de réfléchir à ce qu'on fait, mais c'est séparé. Et au moins, c'est public, c'est-à-dire c'est affirmé, c'est comme ça. Alors après, la biologie, c'est pas si clair. Parce que la biologie s'intéresse au vivant, mais la définition du vivant, eh bien, figurez-vous qu'il y a un vrai problème avec les définitions du vivant. Vous savez, il y a une éthique du vivant, enfin le vivant c'est noble, quoi. Ben ouais, sauf que la définition du vivant, elle est donnée par les biologistes qui sont des professionnels et qui ont bien sûr un conflit d'intérêt évident avec le vivant. Et les biologistes donnent une définition du vivant, vous savez, qui est très bizarre. Hein. Le vivant, il faut qu'il y ait des cellules avec des parois, il faut qu'il y ait de l'évolution, etc. En gros, le vivant, c'est ce qu'ils voient sous leur microscope. Mais de quel droit ont-ils de définir leur objet d'étude, alors que pour nous, en utilisant un mot qui a une résonance humaine extrêmement forte, quand on parle du vivant, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose de puissant. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, il pose un problème pour l'avenir de la vie sur la planète, et pas la vie au sens de la définition des biologistes, au sens de la vie, de ce qui bouge, de ce qui a de l'énergie, de ce qui meurt. Et ça n'a rien à voir avec la définition des biologistes. Et donc, du coup, quelle est la légitimité du discours des biologistes sur la chose qu'ils étudient? Je pense qu'ils ne sont pas clairs avec ça. Je ne dis pas que ce qu'ils étudient et les travaux qu'ils ont ne sont pas intéressants, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça conduit à des vaccins ARN, et je remercie encore une fois le vaccin ARN, il n'y a aucun problème. Mais je m'interroge sur la légitimité de leur discours par rapport à la chose qu'ils étudient. Alors après, bien sûr, on va arriver aux neurosciences cognitives. Il y a un discours des neurosciences cognitives, mais quelle est la chose qu'ils étudient? Quelle est la légitimité de leur discours par rapport à la chose qu'ils étudient? Et même, là je reviens, quelle est la chose qu'ils étudient? Quelle est la chose étudiée par les sciences cognitives? Alors en principe, ça devrait être la vie intérieure, c'est le sujet pensant. Le sujet pensant, c'est l'intériorité, puisqu'il paraît qu'il y a une universalité, en tout cas c'est un résultat anthropologique, il y a une universalité de l'intériorité chez les humains, quel que soit l'endroit où on est sur la planète. Donc en principe, les sciences cognitives s'intéressent à décrire l'intériorité des humains. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? C'est pas complètement évident qu'il y ait une légitimité à dire que l'intériorité des humains puisse être caractérisée comme un système traitant les informations, puisque c'est ça la définition des sciences cognitives. Et encore une fois, j'ai rien fondamentalement contre ce paradigme. Ce paradigme est efficace, conduit à des résultats passionnants. Mais quelle est sa légitimité? Alors après, on va s'intéresser à la légitimité des sciences de l'esprit. C'est que les sciences de l'esprit qui s'assoient sur la singularité, mais quelque part elles généralisent. Il y a un discours de généralisation dans les sciences de l'esprit. D'ailleurs, dans les textes de Freud, c'est marqué régulièrement, il dit j'ai vu 3-4 patients obsessionnels, en fait ils sont tous comme ça. Alors je dis, mais pourquoi il dit qu'ils sont tous comme ça? Il en a vu 4 et il dit qu'ils sont tous comme ça. Il est fort, hein.
Donc, quelle est la légitimité de la généralisation dans les sciences de l'esprit? Pour moi, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc ça, c'était la première question. Et puis, il y a une deuxième question qui est très concrète, qui est beaucoup plus rapide, c'est la question de l'institutionnalisation de la critique. C'est que si vous dites, enfin, pas vous, si on dit qu'on fait des sciences de l'esprit, c'est des sciences, c'est pas de la littérature. Parce que je peux écrire un roman où je vais décrire un humain, et j'ai tous les droits quand je suis romancier, j'ai tous les droits. Après, mon roman, il aura du succès ou pas, il sera lu ou pas, il sera compris ou pas, mais c'est une autre histoire. J'ai tous les droits en écrivant un roman. Quand je fais des sciences de l'esprit, c'est pas pareil. Normalement, dans la science, il y a de la critique. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la science, c'est une œuvre collective dans laquelle la critique a une place fondamentale. Et d'ailleurs, vous savez, dans les sciences de la nature, en ce moment, il y a une crise de la critique. Puisque la critique, c'est la publication dans des revues internationales, un comité de lecture, avec des reviewers qui critiquent ce que vous faites. Et il y a de la reproductibilité c'est de la critique. Et aujourd'hui, il y a un problème de reproductibilité, de critique, avec les revues, vous êtes au courant, mais institutionnellement, la science est en train d'essayer de se réformer à ce propos. En tout cas, c'est institutionnalisé. Eh bien, à propos des sciences de l'esprit, je trouve que c'est pas si clair. Où est la critique dans les sciences de l'esprit? Et d'ailleurs, puisqu'il y a de la psychanalyse ici, la psychanalyse c'est quand même beaucoup Freud, est-ce qu'on est assez critique avec Freud? Moi je trouve pas, c'est pas, je sens qu'on est mal à l'aise. Hein. Il a dit des conneries, forcément, hein. Tout le monde dit des conneries. Et moi je trouve que la critique de Freud, c'est pas assez. Il y en a eu, hein, je suis d'accord, il y en a, hein, il y en a, mais bon, on s'excuse presque. Hein. Eh bien, je trouve que c'est pas bien. Je trouve que les sciences de l'esprit devraient gérer institutionnellement la critique au sein de leur discipline. Et je pense que si aujourd'hui elles sont en tension, c'est en particulier à cause de ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir poussé à réfléchir à tout ça. Et s'il y a des questions, je serais ravi d'essayer d'y répondre.